Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors on se retrouve après une grosse pause pour moi, mais une petite pause pour vous, puisque j'avais préfilmé 3 ou 4 vidéos. Donc vous n'avez pas eu une grosse absence, mais moi ça fait peut-être un mois ou plus que j'ai pas filmé de vidéos. Tout simplement, ma vie est un petit peu compliquée en ce moment, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous aussi, avec tout ce qui se passe. Même si je ne vais pas m'éterniser là-dessus, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais donc voilà, je peux pas vous assurer que je vais revenir faire des vidéos une par semaine ou plus, comme le font certains youtubeurs en ce moment, parce que voilà, je peux pas trop rentrer dans les détails, mais on va dire que ça va pas super bien en ce moment et je n'ai pas toujours la motivation de filmer. Mais là je vous ai préparé une nouvelle vidéo crime, puisque ça fait quand même assez longtemps et je sais que beaucoup d'entre vous aiment, donc voilà. Écoutez, aujourd'hui nous allons parler du meurtre de Jane Britton, ou Britton, je vais certainement plutôt dire à la française. C'est une affaire un petit peu plus trash, on va dire, que celle que j'ai pu faire récemment. Donc si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, comme d'habitude, ne regardez pas, puisque là on va parler de meurtre, pas en détail bien sûr, mais je vais en parler. Donc voilà, et ben, du coup on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de notes. Je précise que l'article était en anglais et je l'ai traduit moi-même, donc parfois si les tournures de phrases sont un peu bizarres, c'est pour ça. C'est parti. À minuit et demi, le 7 janvier 1969, Jane Britton, une étudiante en archéologie à l'université d'Harvard, part de l'appartement d'un voisin à Cambridge, dans le Massachusetts, pour retourner chez elle. Le lendemain, après qu'elle n'ait pas répondu au téléphone et qu'elle ait manqué un examen important, son petit ami se rend à son appartement et la trouve morte. La cause de la mort est déterminée comme étant un traumatisme contondant à la tête. Elle a également été agressée sexuellement. Le crime attire l'attention des médias, surtout parce que le père de Jane est un administrateur à Radcliffe College et que d'autres facteurs mènent à penser que le tueur est une connaissance, peut-être un autre étudiant ou un membre de la faculté du département d'anthropologie à Harvard. Le corps de Jane est parsemé de poudre d'ocre rouge utilisée dans les obsèques perses antiques. Aucun objet de valeur n'a été dérobé de l'appartement et aucun voisin n'a entendu de bruit inhabituel ou de cris. Les enquêteurs ne parviennent pas à trouver de suspect dans le département d'anthropologie. Albert de Salvo, le Boston Strangler ou étrangleur de Boston, aurait apparemment avoué avoir agressé sexuellement et tué une autre femme vivant dans le même immeuble en 1963, après son arrestation plusieurs années plus tard, mais des doutes persistent en ce qui concerne le nombre de crimes qu'il aurait commis. Certains pensent même qu'il y aurait eu un deuxième étrangleur de Boston, ce qui mène à penser que c'est ce dernier qui aurait pu tuer Jane. L'affaire Jane Britton est classée mais continue à fasciner les médias et les amateurs d'affaires criminelles en ligne, et en 2018, une percée majeure est réalisée. La police de Cambridge annonce en novembre 2018, 2 mois avant le 50e anniversaire de l'affaire, qu'un suspect a été identifié grâce à de l'ADN. Il s'agit de Michael Sumter, mort en 2001 dans un hospice après avoir purgé une peine de prison pour une agression sexuelle commise en 1975. C'est l'affaire classée la plus ancienne que les autorités ont pu résoudre.
Et l'ADN a également permis de lier Sumter à d'autres agressions sexuelles et meurtres commis dans la région de Boston. Donc ça, c'était vraiment l'affaire en général. Je vais un peu revenir sur chacun des points que je viens de dire. Et on va commencer par qui était Jane Britton. Née en 1945, Jane Britton est la fille de J. Boyd Britton, vice-président administratif de Radcliffe College à Cambridge, une école sélective pour femmes qui a des liens avec Harvard, avec une réputation similaire. Sa mère, Ruth, est une spécialiste en histoire médiévale à l'Institut d'études avancées de Radcliffe. La famille vit à Needham, une banlieue de Boston. Jane suit ses cours à la Dana Hall School, une école privée à Wellesley. En plus de ses études académiques, elle fait de l'équitation, joue du piano et de l'orgue et s'adonne à la peinture. Comme sa mère, elle va elle aussi à Radcliffe et étudie l'anthropologie. Elle rédige sa thèse en seulement une semaine. Après l'obtention de sa licence en 1967, elle est acceptée à Harvard dans le même domaine. Jane est particulièrement intéressée par l'archéologie du Proche-Orient. Dans le milieu des années 1968, elle fait partie des quelques candidats retenus pour accompagner le responsable du département d'archéologie, Stephen Williams, et le chef de projet C.C. Lambert Karlovsky, dans le sud-est de l'Iran pour une fouille. Ils pensent avoir trouvé des ruines d'Alexandria Carmania, une forteresse prise en 325 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand. Lambert Karlovsky a plus tard révélé que l'une des importantes trouvailles dans la fouille a été réalisée par Jane. Après son retour, Jane s'installe dans un appartement au 4e étage à 6 University Road, dans un bâtiment appartenant à Harvard. Pendant ses études, Jane effectue la majeure partie de son travail au Peabody Museum d'archéologie et d'ethnologie. Dans son temps libre, elle aime réaliser des peintures d'animaux dans son appartement et a d'ailleurs une tortue et un chat. Elle aime également se faire des amis, surtout parmi les autres étudiants de son département. Un en particulier, James Humphreys, est son petit ami. Elle dîne régulièrement avec 2 autres étudiants d'anthropologie, Donald et Jill Mitchell, qui habitent dans l'appartement à côté du sien. Donc ça, c'était vraiment la victime, comme vous l'aurez compris. Nous allons maintenant parler un petit peu plus en détail sur le lieu de vie de Jane, parce que c'est assez important dans l'affaire. Les journaux décrivent le bâtiment comme décrépit et dangereux. Notamment, ils indiquent l'absence de verrous sur les portes extérieures, malgré des plaintes répétées de la part des habitants d'installer des verrous, ainsi qu'un système de buzzer, afin de restreindre l'accès aux étrangers. En 1963, Beverly Sammons, une étudiante à l'université de Boston, est agressée sexuellement et assassinée dans son appartement dans ce même bâtiment. Le crime n'est pas résolu au moment où Jane est également tuée, mais on pense déjà à l'époque que Beverly fait partie des victimes du Boston Strangler. La porte de l'appartement de Jane a un verrou si dysfonctionnel qu'elle ne s'en sert presque jamais. Les Mitchell expliquent qu'elle avait l'intention de déménager en début d'année prochaine. Les délits sur la voie publique deviennent un problème dans le quartier dans les mois précédant le meurtre. The Tech, le journal étudiant hebdomadaire du Massachusetts Institute of Technology à Cambridge, rapporte que plusieurs étudiants et membres du personnel d'Harvard se plaignent d'avoir été victimes d'agressions ou de tentatives d'agression dans le quartier à la fin de l'année 1968. Des amis de Jane se rappellent qu'alors qu'elle étudiait à Radcliffe, elle avait dû repousser quelqu'un qui avait tenté de l'agresser avec un canif, ce qui avait troué ses vêtements. Elle n'avait pas rapporté l'incident à la police. Donc ça nous montre bien que l'endroit où vit Jane n'est pas hyper sécurisé. En particulier son appartement, je suis assez outrée. Elle n'avait pas de verrou à sa porte. Je serais extrêmement parano, mais bon, c'était aussi une autre époque honnêtement. J'espère que je vais pas vous faire flipper, étant donné qu'on est tous confinés chez nous. Je pense que vous avez fermé votre porte à clé, en tout cas
1969, le premier lundi de la nouvelle année et le jour de la rentrée des classes après les vacances de Noël, Jane et son petit ami James se joignent à d'autres étudiants d'anthropologie pour dîner dans un restaurant local. Après cela, le couple va faire du patin à glace et James raccompagne Jane chez elle à 22h30 pour ensuite s'en aller à 23h30. Jane se rend chez ses voisins, les Mitchell, pour un verre de vin à minuit et demi. Le 7 janvier est un jour important pour tous les candidats doctorants d'anthropologie puisque c'est le jour des examens généraux, la culmination de la partie en classe de leur diplôme. Après ces examens, ils peuvent commencer à travailler à plein temps sur leur dissertation. Jane ne se rend pas à ses examens et ses camarades s'étonnent puisqu'elle a toujours montré beaucoup d'investissement dans ses études. James l'appelle à plusieurs reprises ce matin-là, mais elle ne répond pas. Après l'examen, peu après-midi, James se rend chez Jane. La porte n'étant pas fermée à clé, il parvient à rentrer dans son appartement et fait alors une macabre découverte. Il trouve son corps allongé sur son lit avec sa chemise de nuit remontée, une couverture et un tapis recouvrant partiellement son corps. James pense alors que Jane est simplement malade et se rend chez ses voisins pour demander à Jill Mitchell si elle peut venir voir ce qui ne va pas. Quand elle s'exécute, elle découvre la tête ensanglantée de Jane et réalise qu'elle est décédée. Nous allons maintenant parler de l'enquête. La police de Cambridge est appelée à venir à l'appartement et commence à étudier la scène de crime. Les policiers se rendent compte que Jane avait été agressée sexuellement avant d'être tuée. Une autopsie est réalisée et on trouve de multiples lacérations au niveau de la tête de Jane, ainsi que des fractures du crâne et un bleu sur son bras. Il est déterminé que Jane est morte suite à un traumatisme contondant à la tête qui est arrivé environ 10 heures avant que le corps ne soit découvert. Rien de valeur n'a été dérobé de l'appartement. La police du Massachusetts est appelée en renfort pour s'assurer qu'il ne reste pas de preuves dans l'appartement. D'après la forme des blessures situées au niveau de la tête de Jane, les enquêteurs pensent que l'arme du crime a pu être une hachette ou un couperet. Plus tard, il est suggéré qu'il aurait pu s'agir d'un souvenir qu'elle avait ramené de la fouille en Iran, une pierre pointue. En effet, celle-ci ne se trouve plus dans l'appartement et la police ne trouve pas d'arme. Ils trouvent néanmoins des empreintes qui n'appartiennent ni à Jane ni aux autres personnes qui auraient pu se trouver dans l'appartement. À ce stade, il n'y a malheureusement pas de suspect. L'enquête se poursuit au niveau du bâtiment où se trouve l'appartement de Jane. Un enfant dans un appartement voisin au sien se souvient avoir entendu des bruits inhabituels au niveau de la sortie de secours cette nuit-là. Un autre voisin de Jane raconte à la police qu'il a vu un homme d'environ 1,80 m et pesant 77 kg s'enfuyant du bâtiment à 1h30 du matin. Je vais maintenant vous parler un petit peu plus des médias donc par rapport à cette affaire parce qu'ils ont eu un rôle assez important à jouer et surtout en fait c'était une affaire qui était très médiatisée. Puisque cette affaire a des liens étroits avec Harvard et Radcliffe, elle attire énormément l'attention des médias. Le New York Times écrit de multiples articles à propos de celle-ci pendant les 2 semaines qui suivent. Beaucoup d'articles parlent d'un aspect plutôt inhabituel de l'affaire Jane Britton. Son corps, ainsi que le sol, les murs et le plafond ont été saupoudrés d'une poudre marron-rouge, identifiée comme étant soit de l'ocre rouge, soit de l'oxyde de fer. Quand la police en parle au professeur Williams alors qu'il discute de l'affaire, il explique que dans l'Iran antique, on saupoudrait les morts de cette poudre dans le cadre de rites funéraires. En plus du fait que les vêtements de Jane aient été utilisés pour couvrir son corps, le manque d'intérêt apparent du meurtrier à prendre des objets
a également rejeté les rumeurs selon lesquelles il y aurait eu quelques problèmes parmi les membres de l'équipe partie en Iran qui auraient pu constituer une motivation pour le meurtre de Jane. D'après lui, ces problèmes n'étaient rien de plus que de mineures tensions qui arrivent nécessairement parmi un groupe de personnes vivant et travaillant tout le temps ensemble pendant un long moment. Ceux qui habitent maintenant avec leur famille, donc ils sont confinés avec leur famille, je pense que vous savez de quoi ils parlent. La plupart des amis de Jane ne comprennent pas qui aurait bien pu vouloir la tuer. La police de Cambridge a tout de même filmé l'enterrement au cas où quelqu'un aurait eu un comportement étrange. James et les Mitchell se sont soumis au détecteur de mensonges et les détectives ont parlé ou tenté de parler à quiconque était mentionné dans son journal intime ou dans ses contacts de téléphone. 3 jours après le meurtre, la police de Cambridge annonce avoir trouvé la pierre souvenir qu'avait ramenée Jane, mais ils ne disent pas où. Le chef de la police déclare qu'à partir de maintenant, les détectives devront obtenir sa permission avant de donner de nouvelles informations sur l'enquête. Il explique que c'est à cause d'inexactitudes liées à la couverture de l'affaire. Avec peu d'informations venant de la police, les médias se focalisent sur la contre-culture active présente à ce moment-là, et surtout à Cambridge. Un ami de Jane venant de Radcliffe raconte au Times que Jane connaissait beaucoup de gens bizarres à Cambridge, des drogués qui ne correspondent pas aux jeunes étudiants d'Harvard et de Radcliffe, et avec lesquels elle s'entendait bien et faisait même la fête. Il est donc spéculé que le tueur de Jane ait pu être sous l'influence de drogues hallucinogènes, populaires auprès des membres de la contre-culture de l'époque. Donc maintenant je vais vous parler d'un autre homicide qui pourrait être lié à celui de Jane, en tout cas qui comporte beaucoup de similitudes avec le meurtre de Jane. Le 6 février, moins d'1 mois après la découverte du corps de Jane, une autre femme avec des anciennes connexions à Harvard est retrouvée décédée dans sa résidence de Cambridge sous des circonstances similaires. Ada Bean, 50 ans, une ancienne secrétaire de recherche à l'université, est retrouvée battue à mort et agressée sexuellement dans son appartement près du campus de Radcliffe et un peu plus d'1 kilomètre au nord de l'appartement de Jane. Son corps est également retrouvé sur son lit, recouvert par des couvertures et avec ses vêtements de nuit relevés au-dessus de sa tête. Elle a aussi été retrouvée par quelqu'un qui avait remarqué son absence, son employeur en l'occurrence, car elle ne s'était pas présentée à son travail, qui est entré dans son appartement grâce à l'aide du concierge. La police pense que, comme Jane, elle a été tuée dans son sommeil. Il y a par contre une différence. Le bâtiment où vivait Ada Bean comportait des verrous aux portes extérieures ainsi qu'aux portes intérieures, à l'inverse de chez Jane. Les similitudes présentes entre les deux affaires mènent à penser qu'il pourrait s'agir du même meurtrier. À ce moment-là, Albert de Salvo a avoué avoir commis le meurtre de Sammans, donc de Beverly Sammans, dont je vous parlais tout à l'heure, ainsi que les meurtres de 12 autres victimes du Boston Strangler. Il est condamné à la prison à vie. Il était déjà dans un hôpital psychiatrique au moment où Jane et Ada Bean ont été assassinés. Il n'a donc pas pu commettre ces meurtres. Mais les aveux de Salvo constituent l'unique preuve qu'il aurait commis les meurtres du Boston Strangler, et il est supposé qu'il ait pu y avoir un deuxième Boston Strangler, qui aurait donc pu tuer Jane et Ada Bean. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La police refuse de dire si les deux affaires sont liées ou si elles peuvent être liées à d'autres affaires. Donc maintenant nous allons passer à une autre petite sous-partie qui porte en fait sur le fait que l'affaire a été classée, donc l'affaire Jane Britton. Après l'enquête initiale, aucune information de valeur n'émerge et l'affaire est classée et échappe à l'attention des policiers, des médias et du public. Les tentatives occasionnelles des médias de parler de l'affaire Jane Britton sont limitées par le refus perpétuel de la police de communiquer à propos du dossier d'origine, disant que l'affaire est toujours en cours. Les preuves liées à l'affaire sont bien préservées et quand les tests ADN deviennent disponibles à la fin des années 1980, les enquêteurs testent le sperme laissé par le meurtrier. Mais cela ne produit aucun match parmi les profils des criminels connus de l'époque, ni même en 2006 quand le sperme est de nouveau testé. Au début
aux autorités du Massachusetts, c'est-à-dire de refuser de communiquer des informations basiques sur des affaires classées. Plusieurs personnes intentent des procès contre la ville de Cambridge afin de forcer la communication des dossiers liés à l'affaire, en utilisant comme argument principal le fait que communiquer sur cette affaire classée pourrait mener à de nouvelles pistes, comme dans d'autres affaires. La police et les enquêteurs prêtent de nouveau attention aux preuves qu'ils ont accumulées. C'est pendant ce processus qu'ils tombent sur l'ADN de nouveau et se demandent s'ils devraient le tester à nouveau afin de peut-être trouver un match. De nouvelles techniques scientifiques permettent d'analyser davantage d'ADN, ce qui donne plus de chances de trouver un match cette fois-ci. Les enquêteurs décident donc de tester l'ADN. Et c'est ça qui va nous mener à l'identification du meurtrier finalement, des années et des années après, et c'est ça qui m'a un peu donné envie de parler de cette affaire, c'est que c'est dingue de retrouver le meurtrier après tant d'années. Ça montre bien qu'une affaire peut être classée, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera jamais résolue, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc je vous en parle tout de suite. L'analyse ADN de 2017 permet pour la première fois dans l'affaire d'obtenir des filaments spécifiques à un homme. Cela permet d'identifier un suspect. Michael Sumpter, un violeur inculpé, est mort en 2001, un peu plus d'1 an après avoir été transféré dans un hospice, étant en stade terminal d'un cancer. Afin d'être certain qu'il s'agit bien de l'ADN de Sumpter, les enquêteurs ont alors besoin de tester l'ADN de Laverne Jane Britton contre l'ADN d'un homme de la famille de Sumpter. Il est fait mention d'un frère, mais au milieu des années 2010, on ne sait pas où il se trouve. En recherchant la famille de Sumpter sur Ancestry.com, la police trouve finalement ce frère et il leur donne un échantillon qui matche celui de l'affaire Jane Britton, ce qui permet d'éliminer en tant que suspect. Ça, j'ai vraiment pas compris. Enfin, ce que j'ai écrit, c'est ce qui permet d'éliminer en tant que suspect 0,08% de la population masculine, mais ce que je pense que ça veut dire, c'est que genre, je sais pas comment le formuler, et du coup c'était écrit en anglais, j'ai vraiment pas réussi à traduire correctement, mais en gros c'est sûr à 99,9% que c'est lui. Voilà, je vais pas m'aventurer dans des explications que moi-même je n'ai pas comprises. Mais bref. Durant sa vie, Sumpter a été inculpé de 2 viols, le second s'étant produit alors qu'il s'était enfui d'un programme qu'il devait suivre pendant sa condamnation pour le premier viol. Donc vraiment, quelqu'un de très sympathique. Son ADN match également sur 2 affaires d'agression sexuelle et de meurtre à Cambridge au début des années 1970, ainsi qu'à une autre affaire non résolue de viol. De ce que l'on sait, il a donc commis 5 agressions sexuelles et 3 meurtres. Pourtant, malgré les similitudes avec l'affaire Adamine, la police ne pense pas qu'il soit un suspect dans cette affaire-ci. De plus en plus d'investigations mènent à d'autres preuves qui lient Sumpter à Cambridge en 1969. Bien qu'il n'ait pas habité dans la ville à ce moment-là, il y a vécu pendant son enfance dans les années 50. Durant son adolescence, il a même été arrêté par la police de la ville. 2 ans avant le meurtre, il travaillait à un peu plus d'1 kilomètre de l'appartement de Jane et sa petite amie de l'époque habitait à Cambridge. En 1972, il est accusé d'avoir agressé une femme qu'il avait rencontrée dans une station de métro, pas très loin du bâtiment où vivait Jane. En novembre 2018, lors d'une conférence de presse, les résultats de l'enquête sont divulgués. Michael Sumpter a été identifié comme étant la personne responsable du meurtre de Jane Britton en 1969. C'est l'affaire classée la plus ancienne du county de Middlesex à être finalement résolue. Une fois le meurtrier identifié, la police explique leur théorie sur
s'enfuir à 1h30 du matin. Malgré l'énorme importance accordée à la poudre rouge retrouvée sur la scène de crime, la police en conclut plus tard qu'il devait s'agir de résidus de peinture venant de chez Jane, puisqu'elle peignait beaucoup comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Enfin, les enquêteurs ne pensent pas que Sumter connaissait Jane. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que les policiers pensaient que c'était quelqu'un qui la connaissait d'Harvard. Ben, du coup, pas du tout. Ils pensent que c'était un étranger qu'ils ne se connaissait pas, qu'ils ne s'étaient jamais vu. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai sur cette affaire, que j'ai donc trouvé très intéressante. Aussi très triste évidemment. Je n'ai pas pour habitude de parler beaucoup de meurtres résolus ou d'affaires résolues, je parle plutôt d'affaires non résolues ou de disparitions. Et donc pour une fois, voilà une affaire résolue, vous avez la fin de l'histoire et on sait qui a commis ce meurtre, donc voilà. J'espère en tout cas que cette affaire vous aura intéressé, j'espère que vous restez bien en sécurité chez vous, que vous faites bien attention à vous et à vos proches. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut faire de toute façon. Pour tous ceux qui me posent la question sur Instagram, je suis au Canada, donc moi je ne suis pas en France, donc je ne suis pas confinée puisqu'on n'a pas encore de confinement au Canada. Je sais pas si on en aura. Déjà je pense que c'est province par province et moi je suis dans l'Ontario, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais pour l'instant les magasins non essentiels sont fermés, mais sinon on n'a pas de confinement et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être détendu, même si c'était pas un sujet très détendant, mais ça vous plaît beaucoup et moi aussi ça me plaît beaucoup de faire ces recherches et de parler de ces affaires. Donc je continuerai les vidéos crimes, ne vous inquiétez pas pour ceux qui aiment, c'est juste que c'est vrai que j'en fais pas très souvent parce que j'ai souvent pas d'idée d'affaires. Celle-ci je l'ai trouvée par hasard et je l'ai trouvée super intéressante. Mais voilà, donc si vous avez des suggestions d'affaires pas trop horribles, vous pouvez les mettre dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup à en refaire une dans pas trop longtemps. Et voilà, je vais arrêter de parler et j'espère que je vais vous revoir la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. J'espère que j'aurai la motivation d'en faire une autre et que je vais arrêter